Donc, voici les niveaux d'énergie permis pour un atome d'hydrogène. Donc, vous avez le premier niveau d'énergie permis, c'est moins 13,6 électronvolts. Le deuxième, on a calculé moins 3,40 électronvolts. Le troisième, moins 1,51 et ensuite moins 0,85, etc. Et là, on pourrait les calculer. Et ici, si vous remarquez, en fait, vos niveaux d'énergie sont représentés à l'échelle. C'est-à-dire que, voyez-vous, la distance ici entre moins 13,6 et moins 3,4, c'est représenté à l'échelle par rapport aux valeurs justement de moins 13,6 et de moins 3,4. Et voyez-vous ici, entre moins 3,4 et moins 1,51, évidemment, l'écart est plus faible. Donc, autrement dit, la distance entre les lignes ici est plus petite. Et plus vous avancez vers les niveaux, plus l'écart entre entre deux valeurs successives est faible. Voyez-vous, entre 0,54 et 0,38, l'écart est faible. Donc, la différence entre les lignes est faible. C'est pour ça que je dis que les lignes sont tracées à l'échelle. Donc, plus la différence entre deux niveaux est grande, plus les lignes sont tracées éloignées les unes des autres. Donc, toute la ligne que vous avez horizontale ici représente le niveau d'énergie moins 13,6. Donc, le niveau n égale 1. Le premier orbite possible a cette énergie-là. Et on se rappelle, l'énergie, c'est comme l'énergie totale que possède l'électron à ce niveau d'énergie-là, c'est-à-dire son énergie cinétique plus potentielle. Et ici, c'est une énergie potentielle électrique. Donc, l'énergie totale que l'électron possède à ce niveau-là. À la deuxième orbite possible, il y a cette énergie-là, moins 3,4, etc. On remarque une chose, les électrons, plus on monte haut dans les niveaux, plus ils sont proches. Vous voyez ça? Alors, puis à l'infini, n égale l'infini, vous l'avez la ligne en haut. La ligne en haut, c'est n égale l'infini. Alors, n égale l'infini, ça veut dire que dans le fond, on est à une orbite infinie. Une orbite infinie, ça veut dire que dans le fond, vous êtes rendu à un niveau infiniment grand. Donc, ça veut dire que vous êtes rendu infiniment loin, en fait. Si vous regardez votre équation des rayons, si vous êtes à un n qui tend vers l'infini, à ce moment-là, ça veut dire que votre rayon ici, il tend aussi vers l'infini, votre rayon orbital. Ça veut dire que votre électron il est rendu comme, à toute fin pratique, infiniment loin de votre noyau atomique. Ça veut dire que finalement, il n'est plus là. Ça veut dire que votre électron, il est juste plus là. Il n'est plus dans l'atome, on se comprend? Il n'est plus attaché, dans le fond, au proton s'il est rendu infiniment loin. Donc, autrement dit, ça veut dire que l'électron est ionisé. Donc, un atome ionisé, rappelez-vous, c'est lorsqu'un atome a perdu un électron. Donc ici, si l'électron est rendu à un niveau n égale l'infini, dans le fond, c'est que votre atome a été ionisé. C'est-à-dire, l'électron a carrément été perdu. Là. Il est vraiment parti. Il est parti. Là. Quand je parle de la quantification de l'atome, pourquoi on dit que ce modèle-là introduit une quantification de l'atome? Quand on parle de quantification, c'est qu'en fait, on montre ici qu'il y a une discrétisation des niveaux possibles. Donc, autrement dit, tous les niveaux d'énergie ne peuvent pas exister. Seulement celui-ci, ceux-ci peuvent exister. Donc, il y a une discrétisation. Ce n'est pas un continuum. Il n'y a pas une infinité de niveaux possibles, mais bel et bien seulement certains niveaux permis. Donc, une discrétisation. Et ça, c'est ça qu'on appelle une quantification de l'atome. De la même façon, quand on a parlé dans la première section du chapitre de l'effet photoélectrique, pourquoi on a introduit l'effet photoélectrique? C'est que l'effet photoélectrique permet de démontrer la nature corpusculaire, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a parlé, la nature corpusculaire de la lumière. Montrer que la lumière peut agir comme des photons. Parce qu'on a besoin de cette représentation-là de la nature corpusculaire de la lumière pour expliquer ce qui se passe dans le cadre de l'effet photoélectrique. Donc, encore une fois, vous voyez, vous avez une discrétisation de la lumière. Autrement dit, la lumière ne peut pas avoir un continuum d'énergie possible. Il y a seulement, donc, admettons, vous avez un flot de lumière, bien, vous ne pouvez pas avoir une quantité de lumière qui peut varier selon un nombre de grades infini. Soit vous avez un photon, vous en avez deux, ou vous en avez trois, vous en avez quatre, ou vous en avez 1,526 milliard, mais vous avez toujours un nombre entier de photons. Vous ne pouvez pas avoir un nombre fractionnaire de photons. Donc, donc,
Ceci est un autre exemple dans lequel on a discrétisé la lumière, dans le fait. On a commencé, grâce à l'effet photoélectrique, à considérer la lumière comme des petits paquets d'énergie. Donc, c'est ça l'essence, c'est ça qui a donné progressivement, c'est ça qui a fait naître éventuellement la physique quantique. Parce qu'avant, c'était pas comme ça que la nature était conçue, c'était plus conçu comme un continuum. Euh, Maintenant, pour revenir à mon histoire de couleurs, pourquoi est-ce que c'est ces quatre couleurs-là qui sont émises par l'hydrogène? L'explication se trouve sur cette diapositive. Donc, sur chaque orbite permise, l'électron a une énergie bien déterminée. Pour changer d'orbite, l'électron doit absorber ou émettre un photon. Donc ça, c'est l'interprétation de Bohr. Donc, pour changer d'orbite, un électron, pour changer d'orbite, soit il doit absorber un photon ou émettre un photon. Il n'y a pas le choix. Okay? C'est les deux possibilités. Il n'y a aucune autre façon de faire. Et l'énergie du photon émis correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux orbites. Ainsi, pour monter de niveau, un électron doit absorber un photon ayant exactement la bonne énergie. Alors, je vais écrire bonne énergie, c'est un peu entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne énergie? C'est-à-dire un photon qui a une énergie égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Donc, je répète, pour qu'un électron monte de niveau, donc admettons pour passer du niveau 1 au niveau 2, l'électron doit absorber un photon. L'électron doit absorber un photon. Et il doit absorber un photon pas de n'importe quelle énergie, mais exactement de la bonne énergie. C'est quoi la bonne énergie? C'est la différence d'énergie entre les deux niveaux qui sont en jeu. Donc ici, on veut passer du niveau 1 au niveau 2. Alors, l'énergie du niveau 1 est moins 13,6 et juste du niveau 2, moins 3,40. Donc, autrement dit, un photon doit, pour faire la différence entre ces deux niveaux-là, dans le fond, c'est quoi? Dans le fond, la différence entre moins 13,6 et 3,40, on a une différence de 10,2 électronvolts entre moins 13,6 et moins 3,4. Donc, un électron doit absorber exactement un photon d'énergie 10,2 électronvolts pour pouvoir faire le saut. Okay? Ça lui prend ça. Ça lui prend un photon qui a exactement la bonne énergie, c'est-à-dire l'énergie qui correspond à la différence entre les deux niveaux où doit se faire le saut. Et à l'inverse, pour descendre de niveau, mettons pour passer du niveau 2 au niveau 1, l'électron doit émettre un photon. Qui aura comme énergie exactement la différence entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée. Donc, dans mon exemple ici, si on passe du niveau 2 au niveau 1, l'électron va émettre un photon. Et ce photon-là va avoir comme énergie la différence entre les deux niveaux impliqués. Donc, dans mon exemple ici, il va avoir comme énergie 10,2 électronvolts. Autrement dit, pour qu'un électron saute du niveau 1 au niveau 2, il doit absorber un photon de 10,2 électronvolts d'énergie. Et à l'inverse, quand il va tomber du niveau 2 au niveau 1, il va automatiquement émettre un photon qui va avoir comme énergie 10,2 électronvolts.
Alors, faisons un exemple. Transition électronique. L'électron d'un atome d'hydrogène chute du niveau 3 au niveau 2. Donc, sur le schéma ici, vous voyez, niveau 3 ici, niveau 2. Donc, la chute du niveau 3 au niveau 2, en fait, c'est celle qui est représentée ici. Donc, on a déjà la réponse de longueur d'onde, mais on va quand même le faire. Quelle est la longueur d'onde du photon émis? Et dans quelle partie du spectre électromagnétique se situe-t-il? Donc, allons-y avec cet exercice. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire à partir de maintenant, allez-y, faites pause et faites-le maintenant. Donc, lorsque le photon va passer du niveau 3 au niveau 2, il va émettre un photon. Et l'énergie du photon émis, l'énergie d'un photon émis, je vous rappelle, c'est H fois sa fréquence. L'énergie du photon émis va être égale à la différence entre l'énergie du niveau 3 et l'énergie du niveau 2. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, si on isole la fréquence dans cette équation-là, ça va donner E3 moins E2 sur H. Alors là, dans le fond, ce qui reste à faire, c'est d'aller chercher les longueurs d'onde des niveaux 3 et 2. Donc, énergie du niveau 3. Alors là, c'est là qu'on invoque notre fameuse équation des niveaux d'énergie. Donc, c'est là qu'elle devient utile. Ben, en fait, ouais, donc on peut l'utiliser, mais de toute façon, on l'avait déjà calculé pour les 3 premiers niveaux, là. Mais dans le fond, à l'examen, bien sûr, vous devez les calculer. Vous ne devez pas juste apprendre par cœur ces valeurs-là, puis ça ne vous sera pas donné à l'examen. Donc, dans le fond, on va utiliser carrément là, la formule en électronvolts, ou on peut aussi utiliser la formule en joules là, à notre convenance. Donc, en fait, on a moins 13,6 électronvolts sur 3 au carré, parce qu'on est au niveau 3. Donc, moins 13,6 fois le facteur de conversion en joules, 1,6 fois 10 à la moins 19, pour avoir une énergie en joules sur 9. Et ça va donner moins 2,418 fois 10 à la moins 19 joules. Et ensuite, on refait le même principe pour le deuxième niveau. Et on va obtenir moins 5,44 fois 10 à la moins 19 joules. Donc, tantôt, je l'avais écrit en électronvolts, mais bien sûr, ici, pour faire les calculs, il faut qu'on travaille en unité SI, donc il faut qu'on le convertisse en joules. C'est très important. Et là, maintenant, on peut aller revenir à notre équation ici pour aller chercher la fréquence du photon qui va être émis. Donc, la fréquence, ça va être égal à E3 moins E2 sur H. Alors là, on fait la soustraction des deux, moins 2,418 fois 10 à la moins 19, moins le niveau 2, puis le niveau 2 vaut moins 5,44 fois 10 à la moins 19 sur 6,63 fois 10 à la moins 34. Tout ça va être en joules. Et bingo, on trouve une fréquence égale à 4,558 fois 10 à la 14 Hz. Maintenant, on n'a pas terminé le problème, parce que la question, c'est pas trouver la fréquence, c'est trouver la longueur d'onde. Comme je dis, quand on parle quand on veut savoir c'est quoi la couleur, tout ça, c'est souvent en termes de longueur d'onde qu'on va se référer, et non pas en termes de fréquence. Donc, c'est toujours plus concret quand on exprime en termes de longueur d'onde. Donc, on va faire C sur la fréquence, donc 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde sur la fréquence qu'on a calculée ici. Et on va obtenir 6,58 fois 10 à la moins 7 mètres, donc 658 nanomètres. Alors là, maintenant, question, ça se trouve dans quel domaine du spectre électromagnétique cette couleur-là? Longueur d'onde de 658 nanomètres.
Ben, si vous vous rappelez, le rouge, on est à 700 nanomètres. 658, on est encore dans le rouge. OK? Donc, 658 nanomètres, euh, c'est dans le rouge. Et cette raie-là, en fait, on va l'appeler l'arrêt H-alpha. H pour hydrogène, alpha parce que c'est comme la première raie visible qui va être émise en quelque sorte par la, la première raie visible de l'atome d'hydrogène. Donc la raie H-alpha de la série de Balmer. Alors, j'y arrive. Qu'est-ce que ça veut dire la série de Balmer? Alors, la série de Balmer, donc je reviens à mon dessin ici. Ça, c'est vraiment capital, ce schéma-là. Ça résume là, vraiment toute l'essence des niveaux d'énergie puis des résultats du modèle de bord. Donc, là, dans le fond, ce que j'ai calculé, moi, c'est cette raie-là ici. OK? En passant, vous allez dire, nous autres, ce qu'on a trouvé, c'est 658. Puis vous voyez ici, on a 656,3. Donc effectivement, la valeur précise, c'est 656,3. La différence, pourquoi nous, on arrive à 658, cette différence-là est due au fait qu'on utilise des valeurs approximatives pour les constantes, tout simplement. Okay? C'est vraiment juste ça. Là. Parce qu'on utilise plein de constantes, puis on n'a pas toujours... c'est ça, on a utilisé des valeurs approximatives, mais si on utilisait les valeurs exactes des constantes, on aurait obtenu la valeur, la valeur exacte pour la longueur d'onde ici. Donc, cette raie-là, cette chute-là ici de niveau 3 au niveau 2 va donner lieu à un photon rouge. Okay? Donc, quand un électron d'un atome d'hydrogène passe du troisième niveau et chute au deuxième niveau, ça émet un photon rouge. Okay? En passant, ça n'émet pas 10 photons, ça émet un photon. Okay? Ça émet un photon rouge. De longueur d'onde 656 nanomètres. Et ça, on va l'appeler la raie H-alpha. En passant, on appelle ça des raies parce que quand on observe des spectres d'émission comme ça à travers un spectromètre, donc un appareil expérimental de spectromètre, on voit toujours des lignes de lumière dans notre champ de vision. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de raie spectrale. Ça provient ultimement de l'appareil expérimental qui est utilisé pour voir ces couleurs-là. Alors, vous aurez la chance, en fait, de voir qu'est-ce qu'on entend par raie spectrale. Pourquoi est-ce que vous allez voir, on voit toutes des lignes de lumière, des lignes verticales, très minces. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça des raies. Donc, voilà. Si l'électron, il passe plutôt du niveau 4, au niveau 2, alors là, ça va donner lieu à la raie qu'on va appeler H-bêta. Donc, la deuxième raie dans le spectre visible. Donc, on l'appelle H-bêta, H pour hydrogène, comme j'ai dit. Et elle va être bleu turquoise, en fait. Ensuite, si vous passez plutôt du niveau 5 au niveau 2, ça va avoir la raie H-gamma, qui, elle, est de couleur violet. Et en dernier lieu, si vous passez du niveau 6 au niveau 2, vous allez avoir la raie H-delta, qui, elle, est de couleur violet foncé. Ici, on a comme un violet très foncé, un violet un peu plus pâle. Ici, on a comme un turquoise et un rouge. C'est 4 couleurs visibles émises par l'hydrogène électrisé. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ces 4 couleurs-là qui sont émises? C'est qu'en fait, si vous remarquez, ces 4 transitions-là, donc une chute d'un niveau à un autre, on appelle ça une transition électronique. L'électron transitionne d'un niveau à un autre. Alors, c'est les 4 seules transitions qui permettent d'obtenir un photon dans le domaine visible, dans le spectre visible. Parce que si, mettons, vous faites une chute du niveau 2 au niveau 1, comme celle-ci, alors faites le calcul, si vous voulez, faites le calcul. Donc, on va avoir un photon de
10,2 électronvolts qui va être généré. Convertissez ça en joules. Faites la même démarche que ce qu'on vient de faire dans l'exercice précédent et trouvez-moi c'est quoi la longueur d'onde associée à ça. Vous pouvez vous amuser à faire ça, OK? Trouvez la longueur d'onde associée à cette chute-là. Faites exactement la même démarche que ce qu'on vient de faire. Et ce que vous allez trouver, c'est que, en fait, la longueur d'onde va être inférieure à 400 nanomètres. OK? La longueur d'onde va être inférieure à 400 nanomètres. 400 nanomètres, c'est le violet. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une fréquence qui va être plus petite que une longueur d'onde plus petite que le violet. C'est-à-dire, vous allez être dans l'ultraviolet. Alors, autrement dit, l'hydrogène excité va effectivement émettre cette couleur-là, c'est-à-dire cette transition-là. Donc, elle va émettre ce photon-là hydrogène. Il est présent, ce photon-là ultraviolet. Il est présent, ce photon ultraviolet. C'est juste que il n'est pas visible, justement. Donc, mais il est produit et il existe, là. Donc, autrement dit, l'hydrogène électrisé, il ne fait pas juste ces 4 couleurs visibles-là. Il va faire aussi de l'UV. OK, donc, théoriquement, là, si vous mettez à côté une lampe d'hydrogène, vous pourriez bronzer, là, dans le sens que ça fait de l'UV. Même chose, si on fait une transition du niveau 3 au niveau 1, bien là, la transition est encore plus haute. Remarquez que plus la chute est grande, plus la différence d'énergie entre les niveaux va être grande. Donc, plus le photon qui va être créé va être de haute énergie. Donc, autrement dit, si on a dit que celui-là est dans l'UV, bien ici, la chute est encore plus grande, donc le photon va avoir une encore plus grande énergie, donc il va être aussi dans l'UV, clairement. On n'a même pas besoin de faire le calcul, on sait qu'il va se trouver dans l'UV. Même chose pour la troisième ici, une chute encore plus grande, donc un photon d'encore plus grande énergie va être créé, donc encore une fois, on va être dans l'UV. Ici aussi, on va être dans l'UV, ici aussi, on va être dans l'UV. Donc la série de Lyman, c'est en fait toutes les transitions qui terminent au niveau 1. Voilà, donc série Lyman, c'est toutes les transitions qui se terminent au niveau 1. Pas seulement celles qui sont représentées ici, mais vraiment toutes les transitions qui se terminent au niveau 1. Et toutes les transitions qui se terminent au niveau 1 vont donner lieu à de l'ultraviolet. On ne peut pas avoir une chute assez grosse pour avoir un rayon X. OK? Ce n'est pas assez d'énergie pour avoir un rayon X. Série de Balmer, c'est par définition, la série de Balmer, c'est toutes les transitions qui se terminent au niveau 2. OK? Donc, 3 à 2, 4 à 2, 5 à 2, mais aussi 10 à 2, etc. Mais dans la série de Balmer, il y en a seulement 4 qui vont donner lieu à des photons visibles. Ça va être ces 4-là. Autrement dit, si on fait une chute du niveau 7 au niveau 2, eh bien là, on n'est plus dans le visible. On va être déjà dans l'ultraviolet. Okay? Donc, autrement dit, ça, c'est comme le dernier photon visible qui peut être créé. Si on fait une chute juste un petit peu plus haute, on va tomber déjà dans l'ultraviolet. Déjà, en fait, celui-là, il est à la frontière, en fait. Il est à la frontière du visible. Pas à la frontière du réel, là, mais à la frontière du visible. D'ailleurs, expérimentalement, c'est même pas certain que vous êtes capable de l'observer, cette raie-là. Justement parce qu'elle n'est pas facile à observer. Puis quand on peut l'observer, elle est pâle. Parce qu'elle est vraiment à la frontière entre le visible et l'ultraviolet. Ensuite, la série de Passion, c'est celle qui termine au niveau 3, etc. Mais là, les transitions qui terminent au niveau 3, si vous regardez par exemple celle-ci, du niveau 4 au niveau 3, elle est tout petite. Vous voyez ça? Donc en fait, ici, c'est l'inverse de la série de Lyman de tout à l'heure. On a des transitions qui sont très petites, plus petites que celle-ci. Donc, on a une différence d'énergie qui est faible entre les deux niveaux. Donc, on a un photon qui va être créé de faible énergie, plus faible que le visible. Donc, quels photons sont plus faibles d'énergie que le visible? C'est l'infrarouge. Donc, ces photons-là ici vont être générés en infrarouge, etc. En fait, tous les autres photons ici là, qui vont être générés, toutes ces transitions-là ici vont toujours être dans... Ben, je dis toujours être en infrarouge, ça dépend, là. Donc, ça se peut qu'ici, on entre dans un autre domaine de fréquence. Mettons qu'on entre le millionième et le millionième. En tout cas, bref, ça se peut que si on est dans les niveaux d'énergie très élevés, ici, la différence est tellement faible qu'on entre dans le niveau des ondes radio. Mais ça, on n'étudiera pas ces cas-là, de toute façon, là. Donc,
Donc, peut-être les quatre plus intéressants, c'est ceux-là, tout simplement parce qu'on peut les voir, là, parce que ce sont les quatre révisibles, puis justement parce que ces quatre-là, vous êtes capable de les observer en laboratoire, tandis que les autres, ben, vous ne pourrez pas les observer, les autres transitions. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui se passe quand le tube d'hydrogène est électrisé? C'est qu'au départ, les électrons, dans leur état fondamental, dans leur état normal, ils se trouvent justement au niveau fondamental, au niveau n égale 1, qui est le plus bas possible de l'électron. Mais là, ce qui se passe, c'est que lorsque le gaz hydrogène est excité par un courant électrique, par exemple, donc vous l'excitez, vous faites circuler un courant électrique de haute tension à l'intérieur du tube d'hydrogène, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous pompez. C'est vraiment le terme là, qu'on peut utiliser. On va pomper en quelque sorte les électrons dans les niveaux supérieurs. Fait que là, mettons, il y en a un qui va se ramasser là. Puis après ça, il y en a un qui va se ramasser là. Puis là, ça va être un peu aléatoire, puis les électrons vont se ramasser à, à différents niveaux en étant excités. Donc, et après ça, ils vont comme chuter. Alors, mettons, cet électron-là, il va chuter. Fait que là, juste. Mettons qu'on parle, mettons que cet électron, il part du niveau fondamental, puis là, il est excité à cause du courant électrique qui traverse. Ça lui donne de l'énergie. Donc, là, il est excité. Et là, il va se ramasser, admettons, ici. Alors là, ce qui va se produire, c'est que, bon, là, c'est un peu aléatoire les chutes qu'il va faire. Parce que ça se peut qu'il fasse paf tout le trajet d'une shot pour aller directement au niveau fondamental. Dans ce cas-ci, ça voudrait dire qu'il ferait ce trajet-là. Donc, dans ce cas-ci, ça donnerait lieu à une raie ultraviolette. Mais ça se peut aussi, selon les aléas de la physique quantique, ça se peut aussi qu'il fasse, mettons, juste la petite chute ici. Et là, après ça, ça se peut que, après avoir fait la chute dans le fond, il a fait la chute de juste un niveau pour se rendre passer du niveau 5 au niveau 4. Puis là, ça se peut qu'après ça, avec les aléas de la physique quantique, il fasse la chute du niveau 4 au niveau 2. Et là, ça va donner notre ray H-bêta. Fait qu'à ce moment-là, il va y avoir un photon de turquoise qui va être émis, puis là, vous allez le voir. Vous allez voir du turquoise. Puis là, après ça, éventuellement, il va retomber ici en émettant un photon ultraviolet. Il va retomber à l'état fondamental. L'état le plus stable, c'est l'état fondamental. Donc, il a toujours tendance à retourner à la stabilité vers le niveau fondamental. Mais bon, c'est ça. Mais ça se peut que le photon, en fait, ce qu'il fasse, c'est qu'il, plutôt que de descendre d'un niveau pour se passer du niveau 5 au niveau 4, ça se peut que la première chose qu'il fasse, c'est passer direct au niveau 2. Donc là, s'il fait ça, bien là, ce que vous allez voir, dans le fond, vous allez voir cette raie-là. Fait que vous allez voir la raie qui est violette. Puis là, après ça, il va retomber au niveau fondamental, etc. Donc, et tout ça est un peu, aléatoire. Donc, tout ça est un peu aléatoire. Il y a un certain hasard. En fait, la physique quantique n'est pas déterministe. Donc, on peut pas, si votre électron est ici, vous ne pouvez pas nécessairement savoir où est-ce qu'il va aller directement, quel niveau il va aller. Tout ce qu'on a en physique quantique, c'est des probabilités. Donc, on a une certaine probabilité qu'il tombe de juste un niveau, on a une probabilité qu'il tombe de 2 niveaux, on a une probabilité pour qu'il retombe à l'état fondamental, mais on a juste des probabilités. Okay? Donc, la physique quantique n'est pas déterministe. On ne peut pas déterminer de façon certaine à l'avance quel comportement va avoir l'électron. On peut juste avoir des probabilités selon les différentes possibilités. Puis on ne rentrera pas dans le calcul de toutes ces probabilités-là. Alors ça, c'est rendu de la physique niveau universitaire. Donc on va se limiter à ceci. Donc pourquoi ces quatre couleurs-là sont émises? Bien, ces quatre couleurs-là, c'est les quatre transitions possibles. Donc si vous avez bien compris, cette raie-là, la raie rouge ici, ça correspond à lorsque l'électron va transitionner entre ces deux niveaux-là. La raie turquoise, c'est ici. La raie violette, c'est celle-ci. Puis la deuxième raie violette qui est tout près de l'ultraviolet, c'est celle-ci. Donc, lorsque ces transitions-là vont se faire, parce que l'électron est excité, il monte en haut, et après ça, il va se désexciter, puis en se désexcitant, quand il fait ces sauts-là, il va émettre ces couleurs-là. Donc, c'est ça le modèle de bord.
Le modèle de Bohr s'applique à tous les atomes qui, comme l'atome d'hydrogène, ont un seul électron. Alors, tous les atomes qui ont un seul électron, on les appelle les atomes hydrogénoïdes. Donc, hydrogénoïdes, ça veut dire des atomes qui se comportent similairement à un électron, du point de vue chimique, parce qu'ils ont tous un électron. Donc, quel autre atome a un seul électron? Ben, mettons, prenez un atome d'hélium. Un atome d'hélium, de base, il y a deux électrons, deux protons, deux électrons, et bon, un certain nombre de neutrons dans son noyau. Mais il y a deux électrons. Alors, si vous en enlevez un, donc si vous l'ionisez une fois, ça va devenir He+, ben, il en reste juste un. Il y en a deux, vous en enlevez un, ben, il en reste juste un, ça fait He+. Ensuite, prenez du lithium, l'élément suivant, enlevez-y deux électrons. Le lithium en a trois, enlevez-en deux, il en reste un. Donc, c'est un hydrogénoïde. Ensuite, on peut continuer comme ça avec le beryllium 3+. Puis, on peut même on peut continuer comme ça pour tous les atomes. On peut même aller jusqu'au plomb 81+. Mais ça, c'est parce que c'est des ions qui sont extrêmement instables, là, évidemment, rendus là. Mais c'est théoriquement possible là, même de créer cet ion-là. Mais c'est instable. Donc, tous ces atomes-là, mettons He+, alors ce sont des ions qui vont se comporter comme l'hydrogène parce qu'ils ont un seul électron. Donc, le modèle de Bohr reste valide pour ces atomes-là. Mais il va falloir quand même adapter nos équations. Puis d'ailleurs, il y a un exercice du livre qui traite de ça. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est la formule qu'on avait développée ici avec la loi de Coulomb. On avait supposé que la charge dans le fond du noyau, c'était la charge d'un seul proton. Donc, on avait pris sa charge comme étant égale à E. Donc, ça avait donné K fois E pour l'électron. Puis pour le noyau, on avait juste E sur R au carré. Mais là, si maintenant on a, mettons, du He+, bien, du He+, ça veut dire qu'il y a deux protons. Ça veut dire que le noyau, il y a l'électron qui tourne autour, ça veut dire que le noyau, maintenant, sa charge, c'est 2E. 2 fois la charge élémentaire parce qu'il y a deux protons. Donc, c'est ça qui change. C'est que le noyau, lui, oui, il y a un seul électron, mais il y a quand même deux protons dans le noyau. Parce que c'est de l'hélium quand même. Donc, il y a deux électrons dans le noyau, deux protons dans le noyau. Donc, sa charge du noyau, ça serait 2E. Fait que là, ici, pour la charge du noyau, à la place d'être E, ben, ça serait 2E. Puis le reste, après ça, ça serait identique. Fait que c'est la seule chose qui va changer dans le calcul, ça va être ça ici, la charge du noyau. Toutefois, ce modèle est incapable de tenir compte de l'interaction complexe des électrons dans le cas général des atomes ayant plus qu'un électron. Donc, autrement dit, c'est quand même limité comme modèle parce que, autrement dit, si vous avez un atome, par exemple, de lithium qui n'est pas ionisé deux fois, là, un atome de lithium neutre, ben, vous ne pouvez pas appliquer le modèle de Bohr. Il faut qu'il y ait un seul atome, un seul électron. Donc, si on a plus qu'un électron, ça devient plus compliqué parce que là, il faut tenir compte des interactions des électrons entre eux. Donc, le modèle de Bohr ne peut pas tenir compte de ces interactions-là. Donc, il est limité dans ce sens-là. Et, bien sûr, le modèle de Bohr, c'est un modèle, comme je disais, de transition. C'est un modèle semi-classique, semi-quantique. Il y a des éléments classiques comme la quantité de mouvement. On utilise la formule classique, on utilise la loi de Coulomb. On utilise beaucoup de notions classiques, la force centripète. Donc, on utilise des notions classiques de physique. Donc, des notions, par exemple, que vous avez vues dans votre cours d'électricité magnétique et dans votre cours de mécanique. Mais on utilise aussi la notion de nature ondulatoire d'électrons, qui, elle, est une notion quantique. Donc, c'est un modèle de transition, en fait. Mais comme je dis, ça a une importance capitale parce que c'est ça qui a ouvert la voie ensuite au modèle quantique de l'électron. Donc, ça a été remplacé depuis par des modèles plus complexes, bien sûr, plus complets, en fait, de physique quantique dans lesquels les électrons deviennent des nuages de probabilité. Donc là, dans le fond, dans les modèles les plus récents, les plus sophistiqués, les plus complets qu'on a aujourd'hui, alors l'électron n'est plus, on ne considère plus simplement le modèle planétaire dans lequel l'électron décrit un cercle.
On décrit maintenant la trajectoire des... en fait, on ne parle plus vraiment de trajectoire d'électrons, mais plutôt d'orbital. Alors, vous avez probablement vu ça dans votre cours de chimie 1, quand vous avez parlé justement de la chimie quantique. Ben, en fait, c'est ça qu'on est en train de parler. Donc, vous avez vu que les électrons ont plusieurs orbitales possibles. Et là, vous avez vu des formes spéciales pour les orbitales en forme comme ça. Puis là, c'est comme en 3 dimensions, là, espèce de 8 en 3 dimensions, etc. Ça, c'est les modèles justement qui sont plus récents, qui sont plus sophistiqués pour représenter les électrons. Donc, en fait, l'électron, on ne le considère plus vraiment comme une particule localisée, mais plus comme un nuage. Donc, on peut pas savoir nécessairement précisément où est l'électron, mais on a plus un nuage de probabilité. La physique quantique, c'est ça c'est vraiment fondamental. C'est une physique qui devient probabiliste. On n'est plus on n'est plus comme dans la physique classique, c'est-à-dire la physique qui a été développée avant 1900, où là, on était vraiment dans le déterminisme. On pouvait prédire exactement qu'est-ce qui allait se passer en connaissant les conditions initiales d'un système puis en connaissant les lois de la physique. Tandis qu'avec la physique quantique, on n'est plus dans cette idée-là, on est plus dans une idée de probabilité. C'est quoi la probabilité que ça se produise? Donc, il y a une grande probabilité que ça se produise, etc. Malgré le fait que le modèle de bord a bien sûr évolué vers d'autres choses plus sophistiquées, la façon de déterminer les raies spectrales à partir des différences d'énergie, donc ce raisonnement-là ici qu'on a fait, ça ici, ça demeure valide. C'est encore utilisé. Vous allez étudier la physique à l'université, vous allez encore voir ça ad nauseam, ce genre de choses-là. C'est encore bon, cette idée-là de niveau d'énergie puis de photons qui sont émis dépendamment. L'énergie du photon est égale à la différence entre les niveaux d'énergie de l'électron entre son état initial, son état final. Ça, c'est encore bon. Donc, faut pas penser que le modèle de bord, c'était dépassé, ça vaut plus rien. C'est pas ça, là. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Alors, voilà qui termine le modèle de bord. C'est vraiment de la belle matière, ça, parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment le début d'une nouvelle compréhension, en fait, de l'atome, en se servant des notions qu'on avait vues par rapport à la nature ondulatoire de l'électron. Fait que ça résume plein de choses. En même temps, on a vu des notions de mécanique, on a revu des notions d'électricité magnétisme. Fait que j'aime vraiment ça.